Bonsoir, ou bonjour. Bienvenue sur la colline des Muses. Si vous suivez ma chaîne, vous avez sans doute remarqué que depuis quelque temps, je m'intéresse beaucoup à la cité de Sparte. J'ai fait plusieurs vidéos sur l'histoire de cette grande cité, et il y a quelques jours, je vous ai même proposé un petit bonus pour vous expliquer comment la cité fonctionnait d'un point de vue administratif. Eh bien aujourd'hui, j'ai eu envie de vous proposer quelque chose d'un peu innovant, en tout cas sur ma chaîne, c'est-à-dire une histoire avec un petit h, mais inspirée de la grande histoire. Je vais donc m'inspirer de tout ce que j'ai pu lire sur Sparte, c'est-à-dire essentiellement des livres qui ont été écrits par des historiens, mais également ce que nous ont laissé l'archéologie et les arts en général. Et je vais m'inspirer de tout cela pour imaginer avec vous la vie d'un Spartiate à l'époque classique. Ce Spartiate, il s'appelle Démétrios. Il est né à Amyclée, la cinquième bourgade constitutive de la ville de Sparte, si vous avez bien écouté la première ou la deuxième vidéo, je ne sais plus. Et il est né vers 510. Son père, Anaxandre, était un guerrier de grand renom. Il connut une fin tragique l'année de la naissance de Démétrios, en mourant durant une expédition spartiate commencée en 515 et qui visait à établir des colonies en Sicile. Dans les jours qui suivirent sa naissance, Démétrios fut porté aux anciens afin d'être examiné. Fort heureusement pour lui, il fut déclaré en bonne santé et ne fut pas soumis à la terrible exposition. Durant les 7 premières années de sa vie, il fut élevé dans une maison modeste par sa mère Kiniska. Fils unique, il fut du reste l'objet de tous ses soins. Il est difficile de connaître précisément la vie qu'il mena durant sa tendre enfance. Sa mère était veuve. Mais fort heureusement, comme Anaxandre n'avait pas démérité au combat, le kléros, c'est-à-dire le lopin de terre alloué à chaque mâle spartiate, fut conservé. Il s'agissait de quelques champs et d'une ferme en Messénie. Cette modeste exploitation était exploitée par une dizaine d'ilotes, des esclaves, au service de la famille. En outre, Kiniska, sa mère, était épiclère au moment de son mariage, c'est-à-dire qu'elle n'avait point de frères et que par conséquent, elle reçut de son père une dot assez importante. En effet, si vous vous rappelez d'une de mes vidéos, je vous disais que la situation des femmes à Sparte était plus enviable que dans d'autres cités comme par exemple Athènes. Ainsi, sans être riche, la famille de Démétrios avait quand même les moyens de tenir son rang. Vers 7 ans, Démétrios dut quitter son foyer, laissant sa mère seule. Cette dernière ne broncha pas, étant même fière de voir son fils unique commencer l'agoguer, le difficile parcours qui transforme un homme en Spartiate. À 7 ans, Démétrios faisait partie du groupe des Païdes. Il n'était pas encore question de le soumettre à un entraînement militaire, mais il devait déjà composer avec la vie communautaire autrement plus difficile que celle qu'il avait connue chez lui. Mais tout n'était pas tragique, car très vite, les pédagogues lui apprirent les lettres et le calcul. Le jeune garçon découvrit alors, émerveillé, les grands poèmes homériques, l'Iliade et l'Odyssée, ainsi que les poèmes hésiodiques, la Théogonie, mais aussi les travaux et les jours. Il apprit aussi les poètes spartiates, Tyrtée et Alcman. Quand il y avait un peu de relâche, Démétrios imaginait avec ses camarades devenir un jour l'égal des héros des temps anciens, le bouillant Achille ou le rusé Ulysse. De la bouche de Tyrtée, le chantre de Lacédémone, il apprit sans le comprendre tout à fait encore l'idéal du citoyen soldat. Certains vers restèrent gravés dans sa mémoire et ne le quittèrent pas. Si vous le permettez, je vais d'ailleurs vous lire un extrait, le fragment 11, qui est tiré des Hypothécailles de Tyrtée. Il est beau de mourir en tombant parmi les premiers pour un soldat vaillant luttant pour sa patrie. Mais là, l'instruction que reçut Démétrios était bien plus développée que cela. Elle ne se limitait pas aux lettres. En effet, les Spartiates accordaient également une grande importance à la connaissance des généalogies des régents, les archagétaï, et plus généralement à l'archéologie, c'est-à-dire, dans le contexte présent, l'histoire. Il y avait les mythes d'un côté, la littérature et même le théâtre, mais l'histoire de Sparte lui fut aussi enseignée. Il était aussi nécessaire, pour parfaire sa formation, d'avoir un esprit agile et une langue déliée. À ce petit jeu du reste, les Spartiates étaient extrêmement forts. Ainsi,
Démétrios apprit des classes d'âge au-dessus de lui, qu'il devait respecter, l'art de la brachiologie, le mot bref, percutant, qui donnera en français le terme laconique. La Laconie étant, comme vous le savez peut-être déjà, une des régions constitutives de la cité de Sparte. Et enfin, le tragique de l'existence ne lui fut pas épargné. De temps en temps, un vieux guerrier aveugle, Oreste, que tous respectaient, venait enseigner aux plus jeunes les pathématas. Au début, Démétrios crut que ces créatures aux noms étranges, Phobos, Thanatos et Aïdos, étaient des sortes de dieux. Et puis un jour, alors qu'un de ses camarades avait commis un manquement léger qui lui avait valu le fouet de la part d'un plus vieux que lui, Démétrios comprit. Ces pathématas étaient des abstractions de ce qu'il ressentait et de ce qu'il vivait depuis qu'il avait quitté son foyer. Phobos, c'est la peur, mais la peur indicible qu'il ressent parfois. Thanatos, c'est la mort, mort qu'on espère glorieuse quand on est un futur spartiate, car comme le disent les femmes, qui elles aussi ont le sens de la répartie, mon fils, sur ton bouclier ou avec ton bouclier. Durant ces années, le jeune garçon eut peur, mais il ne le montra pas. Il eut faim, mais il n'en laissa rien paraître. Il grandissait en force et en ruse, et ses maîtres étaient contents de lui. À 14 ans, Démétrios était assez âgé pour passer dans une autre classe d'âge, les païdiskoi. Peu à peu, la vie devenait encore plus difficile. Il n'était plus question de se promener seul ou bien d'aller librement rendre visite à sa mère. Désormais, la moindre faiblesse ou faute était durement sanctionnée. Démétrios craignait particulièrement les mastigophoroi, c'est-à-dire les porteurs de fouet. C'étaient des jeunes gens de 20 ans, choisis parmi la classe supérieure pour corriger les plus jeunes. En outre, les éphores, ces terribles magistrats au pouvoir si grand, venaient inspecter les classes d'âge tous les 10 jours. Parfois, le pédonome, le magistrat spartiate très important dans la cité, car il avait en charge l'éducation des plus jeunes, venait lui aussi faire son inspection. En ce temps-là, il s'appelait Milès. C'était un homme grand et sec, qui parlait peu, même pour un Spartiate. On le craignait naturellement, mais il était juste, quoique très sévère. Du reste, Démétrios avait alors d'autres soucis. Volontairement, la cité ne lui donnait plus assez de nourriture. La faim le tenaillait en permanence. Il dut donc apprendre à voler discrètement pour se nourrir et éviter le fouet. On commença également à lui apprendre le maniement des armes, la lance, mais aussi l'épée. Mais surtout, on lui inculqua la violence et la brutalité. À 17 ans, il dut participer à un combat rituel avec un autre groupe de son âge, des garçons qu'il connaissait depuis 10 ans. Durant ces intermèdes, tous les coups étaient permis. Mais la violence et le vol n'étaient heureusement pas ses seuls compagnons. Il pouvait en effet compter sur de solides amis. Des garçons de son âge qui combattraient un jour avec lui, et en particulier un qui était né à Amyclée comme lui et qui s'appelait Érigone. Démétrios s'endurcissait. Il se forgea une carapace aussi dure que son armure d'airain. Peu à peu, la faim et le froid devinrent moins pénibles, et il s'habitua à la violence. Il pensait que tout cela était nécessaire pour pouvoir défendre la cité. Il ne suffisait pas, en effet, d'être né citoyen. Il fallait mériter sa place parmi les égaux. Enfin, après bien des années d'entraînement et d'exercices difficiles, le grand jour arriva pour Démétrios et son ami Érigone. Ils eurent 20 ans. Nous étions en 490 avant Jésus-Christ et les deux jeunes devinrent des ébontes. Une étape importante venait d'être franchie. Désormais, Démétrios sut qu'on pourrait faire appel à lui pour défendre la cité. Durant les 10 prochaines années, jusqu'à ses 30 ans, il devrait continuer à vivre en groupe et à nouer des liens avec ses camarades afin d'assurer la cohésion de la phalange hoplitique. Servir la cité, honorer sa famille, Démétrios ne pensait plus qu'à cela. Érigone, lui, son ami, songeait plutôt à fonder une famille. En 490, l'année où les deux jeunes gens devinrent ébontes,
les Ilotes de Messénie se révoltèrent contre Sparte. Les opérations militaires qui en découlèrent, ainsi qu'une fête religieuse, firent manquer aux Spartiates la fameuse bataille de Marathon, remportée par les Athéniens et leurs alliés face à l'Empire perse. Les Spartiates en conçurent une certaine amertume. Voilà un manquement qu'il allait falloir réparer de façon la plus éclatante possible. Une année a passé, sans grande nouveauté. C'est un jour de fête, aujourd'hui, en cette fin d'été 489. Pour l'occasion, les magistrats de Sparte vinrent évaluer la nouvelle moisson de jeunes guerriers bouillonnants. Millès était là, lui aussi. Alors qu'il effectuait une sorte de revue, il s'arrêta devant Démétrios et lui dit simplement ceci. « Tu n'as pas démérité durant ton instruction. Tu t'es montré rusé et fort. Ton destin est désormais d'endurer la cryptie. » La cryptie, c'est un mot terrible et mystérieux. Et pourtant, tous les ébontes de 21 ans espèrent la subir. Au vrai, cette institution demeure très mystérieuse et nous ignorons ses contours. Seulement, nous avons quand même quelques indications. Nous savons qu'elle n'était réservée qu'aux meilleurs et durait en général 1 an et commençait en plein cœur de l'hiver. Et l'hiver, dans les montagnes de Messénie ou de Laconie, il fait très froid. Les mois qui ont suivi ont été particulièrement difficiles pour Démétrios. Personne ne lui a rien dit sur ce qu'il attendait réellement. Mais un soir de décembre, alors que la plaine de Sparte était recouverte de neige et balayée par un vent glacial, Millès en personne se rendit à la caserne pour trouver le jeune homme. Il ne lui dit rien. Cependant, il lui remit un vieux manteau de laine grise et un couteau, et il lui indiqua du doigt les montagnes de l'ouest. Ce fut tout. Démétrios n'eut même pas le droit de saluer les camarades. Il dut partir, dans la nuit, tel un fugitif, sachant qu'il ne pourrait pas revenir avant 1 année, ignorant qui étaient les autres garçons qui avaient été choisis pour endurer la cryptie. Au même moment, de différents endroits de Laconie, en effet, quelques jeunes gens partaient pour la même mission. Millès n'a peut-être rien dit, mais son message est clair. Démétrios devra survivre seul et ne jamais se faire voir de quiconque et surtout pas des Ilotes. D'ailleurs, le couteau qui lui a été confié est une arme. Pour la première fois depuis ses 7 ans, il se retrouve seul et sans amis. Pour lui, c'est un renversement des choses. Pourtant, Démétrios savait que sa vie et ses actions, même dans cette désolation, étaient toujours encadrées par la cité. Tout ce qu'il ferait de terrible dans les montagnes serait considéré comme licite. Alors, le jeune homme se fit discret, vivant la nuit, dormant le jour, se déplaçant de l'ouest vers l'est, avant de s'installer, pour plusieurs mois, dans les montagnes de Messénie. 1 an plus tard, jour pour jour, Démétrios vint frapper à la porte de la caserne. À sa grande surprise, Millès était là et l'attendait. Le jeune homme avait beaucoup changé. Il avait maigri. Ses bras étaient couverts de cicatrices et son regard brillait d'un feu inquiétant. Du reste, ses exploits dans les montagnes et dans les plaines avaient trouvé leur chemin jusqu'à Sparte. Les Ilotes étaient terrifiés par le fantôme qui hantait la nuit et qui chassait ceux qui s'attardent sur les sentiers. Démétrios n'aura pas beaucoup de temps pour méditer sur l'année terrible qui vient de s'écouler. Du reste, bien que son cœur soit lourd des horreurs vécues et infligées, il se sait en règle avec les lois de Sparte et par conséquent aimé des dieux. De la bouche de Millès, il apprend que sur la dizaine de cryptes qui avaient été choisies en même temps que lui, aucun n'est revenu. Alors, il reprend sa vie de caserne et renoue les liens d'amitié avec Érigone, qui a eu l'autorisation de se marier et est désormais le père d'un petit garçon. Avec une partie des Ébontes, Démétrios se rend désormais régulièrement à une syssitie. Il s'agit d'un banquet où chacun devait verser une participation pour pouvoir être à la table. Ces banquets étaient très importants. C'est là que les anciens transmettaient une partie de leur savoir aux jeunes gens qui les écoutaient silencieusement.
C'est là aussi que la cohésion des guerriers était renforcée, toujours en vue de tenir plus tard la phalange dans la bataille. Sparte, au début des années 480, semble au sommet de sa puissance. 30 000 Spartiates, dont 8 000 sont des citoyens de plein droit, mais aussi, et il ne faut pas les oublier, 70 000 Périèques qui forment avec les Spartiates les Lacédémoniens, et aussi 150 000 esclaves. En 488, les Ilotes avaient en effet été vaincus une nouvelle fois, et cette fois, la paix intérieure, bien que fragile, était maintenue. Mais au dehors des frontières de Sparte, la menace perse, jugulée à Marathon, se précisait. Démétrios et les jeunes guerriers de son âge en étaient alors persuadés. C'est à eux qu'il appartiendrait de défendre la cité, mais aussi toute la Grèce contre les barbares. En attendant, discret et taciturne, Démétrios s'est remis de bon cœur à l'entraînement. Outre le combat, il doit également mettre son endurance à rude épreuve, en participant à des courses notamment, avec tout son équipement en bronze qui pesait au moins 20 kilos. Mais cela n'était rien. Ce que les Athéniens avaient réussi à faire à Marathon, c'est-à-dire traverser toute la plaine en armure au pas de charge pour enfoncer les Perses, un Spartiate aussi pouvait le faire. Du reste, en tant que crypte, il était désormais considéré comme un rival par ses camarades. Il bénéficiait heureusement d'un entraînement personnel dispensé par Milès qu'il avait pris sous son aile. Ce dernier l'encouragea d'ailleurs à trouver discrètement une épouse, la jeune Archidamia. L'union fut autorisée à condition de rester secrète, et un petit garçon naquit qui s'appelait Démarate. Mais Démétrios ne voyait jamais sa famille qui vivait auprès de sa mère à Amyclée. En effet, n'ayant pas encore 30 ans, il était toujours confiné à sa caserne. En outre, ses qualités furent à nouveau distinguées d'une façon éclatante. Il fut choisi pour devenir un hypéis, littéralement un cavalier, en réalité un hoplite d'élite. Il allait donc servir dans la garde personnelle du grand Léonidas, régent de Sparte, jusqu'à ses 31 ans. Sa mère était fière de lui, et son père, du fond des enfers, lui tirait sa révérence. Démétrios, en dépit de son jeune âge, jouissait donc désormais d'un grand prestige. Les plus jeunes le traitaient avec déférence et l'écoutaient quand il donnait des conseils à l'entraînement. Pourtant, certaines portes lui étaient encore fermées. Il ne pouvait toujours pas vivre seul et il n'avait pas le droit d'assister aux réunions de l'Apella, l'assemblée des égaux. Pourtant, il côtoyait fréquemment le régent Léonidas, qui appréciait sa discrétion et son efficacité dans toutes ses missions. Ce dernier, homme de 50 ans environ, était encore doué d'une grande force. Avec lui, Démétrios découvrait la complexité des relations diplomatiques avec les autres cités et aussi le danger de la menace perse. En réalité, Marathon n'avait pas résolu le problème, mais avait simplement permis de gagner un peu de temps. Le temps d'ailleurs a passé, et Démétrios a désormais 30 ans. Nous sommes en 480. Déjà, Démarate, son fils, a commencé l'agoguer. À Sparte, la question principale du moment concerne encore et toujours les Perses. Secrètement, Démétrios espère que Léonidas va prendre la bonne décision et porter la guerre au nord. En effet, à 30 ans, Démétrios devra bientôt quitter la garde du régent, et il souhaiterait avoir une grande campagne militaire auréolée de gloire à son actif avant de prendre une semi-retraite. Fort heureusement pour lui, les choses se précisent. Voilà qu'un grand nombre de cités grecques, désireuses de résister aux Perses menés par Xerxès, se placent sous l'hégémonie de Sparte, reconnaissant de fait son indiscutable supériorité militaire. Il fut alors décidé de tenir la ligne aux Thermopyles, les portes chaudes, ce passage obligatoire vers la Grèce centrale qui présente un grand intérêt tactique pour les Grecs. Il oblige en effet à combattre sur un front réduit entre la montagne et la mer. Dans ce précipice de pierre, le nombre ne compte pas. Cette fois, l'expédition est décidée, et c'est Léonidas en personne, désormais presque âgé de 60 ans, âge vénérable, qui dispense normalement du combat, qui prendra la tête des troupes.
l'oracle de Delphes, la Pythie, a fait savoir aux Spartiates qu'il fallait que ce soit le régent qui mène la troupe. Du moins, c'est ce qu'Hérodote, le grand historien grec, rapporte. Voici du reste l'oracle en question. La Pythie avait répondu aux Spartiates qui la consultaient au sujet de cette guerre dès son commencement, qu'il fallait ou bien que Lacédémone fût détruite par les barbares, ou que son roi pérît. Ainsi, les dieux ont exigé, pour prix de la victoire des Grecs, un sacrifice à la fois sanglant et sacré. Léonidas, heureux de ce sacrifice à venir, a mené les troupes jusqu'aux Thermopyles. Étrangement, il a renvoyé plusieurs milliers de soldats qui étaient avec lui et n'a gardé que ses 300 gardes, ainsi que 700 Thespiens et 400 Thébains qui auraient bien aimé fuir eux aussi. En réalité, le régent de Sparte n'a conservé avec lui que des citoyens soldats, des hoplites, lourdement armés et entraînés depuis leur plus jeune âge pour la guerre en groupe. À un moment, l'orgueilleux Xerxès, l'empereur perse, ivre d'hubris, a cru que la petite Grèce allait se dérober sous lui. Mais il n'en est rien. Alors, il a lancé ses troupes innombrables dans la bataille. Démétrios, fou de joie, regarde avec bonheur ces hordes de barbares foncer sur lui. Pendant 3 jours, les guerriers perses ont trouvé la mort face à une muraille infranchissable, le mur phocydien, reconstruit par Léonidas pour l'occasion, afin de bloquer le défilé des Thermopyles. En première ligne, avec son ami de toujours, son frère, Érigone, Démétrios fait preuve d'un courage et d'une adresse à toute épreuve. Cette 3e journée de combat a également été racontée par l'historien Hérodote. Je ne peux que vous la lire, car il me semblerait totalement superflu de la paraphraser. Écoutez bien. Donc, Xerxès et les barbares attaquèrent. Et les Grecs, avec Léonidas en route pour la mort, s'avancèrent, bien plus qu'à la première rencontre, en terrain découvert. Ils avaient d'abord gardé le mur qui leur servait de rempart, et, les jours précédents, ils combattaient retranchés dans le défilé. Mais ce jour-là, ils engagèrent la mêlée hors du passage, et les barbares tombèrent en foule. Car en arrière des lignes, leur chef, armé de fouets, les poussait en avant, à force coups. Les Grecs, qui savaient que leur mort était toute proche, du fait des Perses qui tournaient la montagne, firent appel à toute leur vigueur contre les barbares et prodiguèrent leur vie avec fureur. Leurs lances furent bientôt brisées, presque toutes, mais avec leurs épées ils continuèrent à massacrer les Perses. Léonidas tomba en héros, dans cette action, et d'autres Spartiates illustres avec lui. Parce qu'ils furent des hommes de cœur, j'ai voulu savoir leurs noms, et j'ai voulu connaître aussi ceux des 300. Les Perses en cette journée perdirent aussi bien des hommes illustres, dont 2 frères de Xerxès tombèrent à la bataille, et Perses et Lacédémoniens se disputèrent farouchement le corps de Léonidas, mais enfin, les Grecs, à force de vaillance, le ramenèrent dans leur rang et repoussèrent 4 fois leurs adversaires. Fin de la citation. Peu après l'épisode du sauvetage du corps de Léonidas, les Perses, guidés par le traître Éphialtès, un grec, prirent les guerriers à revers. Quoi qu'il en soit, en cet instant, les Spartiates égalèrent les furieux Achéens de l'Iliade d'Homère qui se battirent pour le corps d'Achille au chant 17. Et à nouveau, je vous cite un passage de l'Iliade. Et le brave Ménélas, fils d'Atréus, ayant vu que Patrocle, avait été tué par les Troyens, courut au premier rang, armé de l'airain splendide. Ainsi le blond Ménélaos allait autour de Patroclos, et, le gardant de sa lance et de son bouclier égal, il se préparait à tuer celui qui approcherait. Démétrios était parmi eux. Il avait aidé à sauver le corps du roi, et il continuait le combat acharné. Les Perses tombaient en si grand nombre qu'ils reculèrent, et les quelques Spartiates encore vivants furent tués à distance, tant ils terrifiaient leurs ennemis. Méthode de lâche. Et voilà. C'est ainsi que Démétrios d'Amyclée,
fils d'Anaxandre, père de Démarate, mourut durant la plus glorieuse des défaites, dans sa 31e année. Son compagnon Érigone le suivit de près dans la tombe. S'il avait vécu, Démétrios serait certainement devenu, à l'issue de son service dans la garde du régent, un des 5 agathoi-ergoi, choisis chaque année parmi les meilleurs des meilleurs, c'est-à-dire chez les Hypéis. On lui aurait alors confié des missions importantes en dehors du territoire lacédémonien. À la fois guerrier, diplomate, espion, il aurait continué à servir la cité. Et enfin, à 60 ans, il aurait été choisi pour siéger parmi les gérontes, et alors son regard aurait croisé sans trembler celui des régents. Il n'en sera pas ainsi, mais son sacrifice et celui de ses frères d'armes ne fut pas vain. Tout d'abord, il couvrit d'honneur les familles concernées et chargea les fils des héros d'une mission terrible, dépasser les exploits du père. Ensuite, il permit à la flotte grecque, dirigée par un Spartiate, Eurybiade, de s'échapper des griffes des Perses sans dommage. Enfin, il eut un tel retentissement dans toute la Grèce que la nation fut embrasée et que brièvement, le monde des cités s'unit brièvement pour défaire, toujours en 480, les Perses à la bataille de Salamine, remportée par Eurybiade. Fou de colère, Xerxès regagna l'Asie, laissant son lieutenant Mardonios poursuivre les opérations militaires sur terre. En 479, en Béotie, eut lieu la bataille de Platée. Hérodote indique que 300 000 Perses affrontèrent 110 000 Grecs, dont 5 000 Spartiates, tous placés sous les ordres de Pausanias, encore un Spartiate, mais surtout neveu de Léonidas et tuteur de son fils Pleistarque. Ce fut une grande victoire qui dispersa les forces de Xerxès en Grèce. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous redis à nouveau que si Démétrios est un personnage que j'ai inventé, tout ce que je vous ai dit est tiré de livres d'histoire et plus généralement de l'étude que j'ai faite depuis de nombreuses années de Sparte. Si vous aimez ce genre de format, vous pouvez donc les partager, mettre un pouce, les commenter et bien sûr, si vous le souhaitez, vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la colline des Muses.